Dans les vidéos précédentes, on a défini l'ensemble C et on l'a muni d'opérations algébriques. Pour le moment, on a l'addition, la multiplication, la soustraction et il nous manque le petit dernier, la division. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il s'agit donc de définir ce que signifierait Z1 sur Z2. Et en fait, ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que la question ainsi formulée n'est pas très bien formulée puisqu'on sait très bien que Z1 sur Z2, on va le définir comme étant Z1 fois 1 sur Z2. Donc finalement, la vraie question, c'est de définir cet objet-là. Qu'est-ce que 1 sur Z2? Qu'est-ce que l'inverse d'un nombre complexe? Du coup, voilà la problématique de la vidéo. Comment définir l'inverse d'un nombre complexe Z appartenant à C? Alors en fait, ça nous amène à une question très fondamentale qui est, mais en mathématiques, fondamentalement, qu'est-ce qu'un inverse? La notion d'inverse, elle n'est pas du tout propre à juste R ou C, elle est extrêmement générale. Dès que vous avez un ensemble E qui est muni d'un produit, alors en fait, si jamais vous considérez un élément X de E, ce qu'on va appeler un inverse de X, c'est par définition un élément tel que si jamais vous faites le produit entre X et cet élément, ça donne 1. Alors, ce que j'appelle 1 ici, c'est l'élément neutre de E pour l'opérateur fois, mais c'est tout à fait raisonnable de l'appeler 1. Si jamais cet élément existe, ce qui n'est absolument rien d'évident, il y a plein d'ensembles en mathématiques où il y a des éléments qui n'ont pas du tout d'inverse. Mais en tout cas, si jamais il existe et qu'il est unique, alors il est noté x puissance moins 1 de cette manière-là, ou encore 1 sur x. C'est ça un inverse. Si jamais vous êtes dans la situation où vous avez un élément x qui donc admet un inverse, alors vous allez pouvoir dire la chose suivante. Pour n'importe quel autre élément y dans E, si ce y, premièrement, vous le multipliez à x, puis le résultat, vous le multipliez à x moins 1, et bien comme les deux, là, leur produit, il fait 1, et bien vous obtenez x fois 1, c'est-à-dire y, vous êtes revenu à votre élément d'origine. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle cet élément un inverse, c'est que fondamentalement, multiplié par cet élément x moins 1 constitue l'opération inverse de multiplier par x. Les deux opérations se compensent l'une l'autre. Bon, du coup, nous revenons sur les nombres complexes. Finalement, la question de la vidéo, c'est que si jamais on prend un nombre complexe z qu'on va écrire a plus ib, existe-t-il un autre complexe u dans C tel que z fois u est égal à 1? En fait, la question est même double. C'est est-ce qu'il existe un u qui vérifie ça? Et puis également aussi, est-ce que ce u est unique, puisqu'on veut définir un unique inverse pour parler de l'inverse de z. Alors, il y a d'abord une remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est que pour z égale 0, ça ne peut pas marcher, puisque quel que soit le complexe u que vous prenez, si vous faites 0 fois u, ça fera toujours 0 et donc pas 1. Donc, premier théorème de la vidéo, dans C, 0 n'a pas d'inverse. Voilà, c'est dit, on ne pouvait pas diviser par 0 dans R, on ne pourra pas non plus le faire dans C. À partir de maintenant, on va s'intéresser au complexe non nul. Idéalement, ce qu'on aimerait démontrer, c'est que tout complexe non nul admet un unique inverse. Pour ça, donc on va se fixer un nombre complexe Z, on va le noter A plus IB, et qu'on choisit donc dans l'ensemble C étoile. L'ensemble C étoile, c'est l'ensemble des nombres complexes qui sont non nuls. Le but, c'est de lui trouver un inverse. Alors là, il y a en fait plusieurs manières de procéder, plus ou moins astucieuses, plus ou moins élégantes. Je vous propose qu'à ce stade du cours, on utilise la manière la moins élégante, en fait, c'est-à-dire la plus basique. Notre inverse U, on va tout simplement le chercher sous forme algébrique. Donc on va poser U qui est égal à C plus ID. Et la question qu'on se pose, c'est comment définir U de manière à ce que Z fois U soit égal à 1. Alors quand on est dans cette situation, c'est pas facile en termes de raisonnement parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction chercher U de manière à ce que ça marche. Là, on va faire du coup un petit travail prospectif où on va supposer que U est solution, c'est-à-dire que ZU est égal à 1 pour voir un peu ce qu'il doit valoir. Allons-y. Donc si jamais on suppose que ZU est égal à 1, eh bien, donc, ça nous donne que A plus IB multiplié par C plus ID est égal à 1. Et puis, cette chose-là, on peut tout développer le produit pour obtenir cette égalité-là. L'avantage d'avoir mis le terme de gauche sous sa forme algébrique, c'est que sous cette forme-là, on peut en fait identifier partie réelle, partie imaginaire, sachant qu'à droite, le 1, on peut l'écrire comme étant 1 plus I fois 0. Sa partie imaginaire, c'est 0. Donc, faisons-le. L'identification des parties réelles, ça nous donne que AC moins BD est égal à 1. Et des parties imaginaires, ça nous donne que AD plus BC est égal à 0. Ce qui fait qu'on obtient un système sur C et D. J'insiste bien sur le fait que ici, nos inconnus,
c'est bien C et D, hein, c'est ça qu'on cherche. Les réels A et B, ils ont été fixés au début, ils concernent le nombre Z qu'on s'était fixé au début. Donc on cherche C et D, notre inconnu c'est le nombre complexe U. On a deux inconnus, c'est une de trop, il va falloir qu'on en élimine une des deux. Imaginons qu'on veuille éliminer D. Alors dans notre système, D, il est ici, multiplié à B, et ici, multiplié à A. Là, petite technique de matheux, on va multiplier par des choses qui nous arrangent bien. La première ligne, on va multiplier par A, et la deuxième ligne par B. L'intérêt, c'est qu'en faisant ça, le système, regardez, il devient la chose suivante. Et là, cette fois-ci, les coefficients devant D, c'est les mêmes AB et AB. Ou plutôt moins AB et AB. Donc maintenant, ça va être facile de l'éliminer. Imaginons que la première ligne, on l'appelle 1 et que la deuxième ligne, on l'appelle 2. Et pour éliminer D, il suffit de faire la somme des deux lignes. À ce moment-là, il va rester que des choses sur C, à savoir A carré C plus B carré C. Ça va donner donc, si on met en facteur, A carré plus B carré fois C. Et puis comme on a fait la somme des deux lignes, le terme de droite, ça va être petit a. Voilà, c'est très intéressant d'avoir ça. Alors pour la suite, là on aimerait isoler C. Donc il va falloir qu'on se pose une question sur ce nombre, là, A carré plus B carré. Puisqu'on veut diviser par ce nombre, la question c'est est-ce qu'il est non nul, bien évidemment. Mais laissons ça de côté, puisque maintenant il va falloir quand même qu'on s'intéresse à D. Alors là, ça nous donne un autre travail qu'il faut faire sur le système. Et en fait, il faut qu'on fasse un autre micmac pour cette fois-ci non pas éliminer D, mais éliminer C. Alors là, en fait, il faut multiplier la première ligne par B et la deuxième par A. À ce moment-là, ça nous donne que le coefficient en C, c'est AB, AB dans les deux. Donc si les deux lignes, on les appelle 1 et 2, en fait, pour éliminer C, il faut faire 2 moins 1. À ce moment-là, ce qu'on obtient, c'est A carré plus B carré fois D est égal à moins B. Vous voyez que c'est intéressant parce que là aussi, on s'aperçoit que si on veut isoler D, de nouveau, il va falloir diviser par ce nombre A carré plus B carré. Donc on se pose la même question qui est, est-ce que ce nombre est non nul? Donc là, pour continuer la démonstration, il va falloir qu'on ouvre une petite parenthèse dans laquelle on s'intéresse à ce nombre A carré plus B carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? La première chose qu'on peut en dire, c'est que A et B, c'est des réels, donc leurs carrés, ils sont positifs. Du coup, première remarque, la somme A carré plus B carré, c'est une somme de nombres positifs, donc c'est positif. Et puis, deuxième remarque, parce qu'à ce stade, positif, mais ça peut encore être nul, mais il faut se souvenir que le nombre complexe Z est non nul, donc au moins un des deux nombres A et B est non nul, ce qui fait qu'au moins un des deux carrés, A carré ou B carré, est non seulement positif, mais strictement positif. Donc la somme des deux A carré plus B carré, elle est strictement positive, ce qui nous permet de dire en particulier que A carré plus B carré est bien non nul. Vous voyez, petite remarque, que c'est à cet endroit précis de la démonstration qu'on a utilisé que le nombre complexe qu'on s'était fixé était non nul. De là, on peut poursuivre. Donc on isole C, ça nous donne que C est égal à A divisé par cette fameuse quantité A carré plus B carré. Même chose pour D, il est forcément égal à moins B sur A carré plus B carré. Et donc, on peut revenir à notre nombre complexe U qu'on cherchait depuis le début. En fait, il ne peut valoir qu'une seule chose, c'est le nombre complexe, là, partie réelle, partie imaginaire. On peut mettre le 1 sur A carré plus B carré en facteur. Donc ça nous donne 1 sur A carré plus B carré multiplié par A moins IB. Voilà, si un nombre complexe U est solution, ce travail prospectif nous permet de voir qu'il ne peut valoir que ça. Alors, où en est-on de notre raisonnement après ce travail préparatoire? En fait, ce qu'on a démontré, c'est que si U est solution, c'est-à-dire si ZU est égal à 1, alors forcément U ne peut valoir que ça. C'est une grande avancée dans la démonstration. En fait, ça nous a permis de énormément fermer le jeu en montrant qu'on avait un unique candidat pour être un inverse de Z. Mais attention, c'est bien une implication de gauche à droite, donc d'un point de vue logique, ça ne garantit absolument pas que la réciproque soit vraie, c'est-à-dire que si jamais on pose U de cette manière-là, il fonctionne bien, il soit bien un inverse de Z. Pour ceux qui connaissent un peu, en fait, là, c'est un raisonnement par analyse-synthèse qu'on est en train de faire. Et donc là, il va falloir qu'on fasse la synthèse, donc qu'on démontre ici cette réciproque. Alors, allons-y, réciproquement, qu'est-ce qui se passe si jamais on pose U comme étant ce fameux candidat? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il est un inverse de Z? Eh bien, il faut voir. Donc, on calcule Z fois U. Ça nous donne Z A plus IB fois U, donc qui est égal à tout ça.
Et on va donc devoir s'intéresser à ce produit-là, a plus ib fois a moins ib. Alors là, regardez bien parce qu'en fait, on va au passage, en faisant ce calcul, mettre en lumière quelque chose qui va s'avérer particulièrement important dans la suite. Qu'est-ce qui se passe quand on fait a plus ib fois a moins ib? Alors d'abord, on peut reconnaître ici une identité remarquable. C'est un produit du type x plus y fois x moins y. Et ça, on sait que dans les réels ou les complexes, ça nous donne toujours x carré moins y carré. Donc, on écrit l'identité remarquable, ça nous donne donc a carré moins ib au carré, puisque notre grand y ici, il vaut ib. Du coup, ça nous donne a carré moins b2, puisqu'il y a le i carré qui fait moins 1, et donc on obtient a carré plus b carré. Petite pause, vous remarquez ici que donc on a le produit des deux a plus ib fois a moins ib, qui est un nombre réel, a carré plus b carré. Mettez ça dans un coin de votre tête, ça va nous servir dans la suite de la vidéo. Toujours est-il que là, en fait, c'est parfait pour le calcul qu'on a, puisque donc le z fois u qu'on était en train de regarder, il est égal à 1 sur a carré plus b carré fois justement a carré plus b carré. Ah bah c'est bon, ça donne bien 1. C'est gagné, u est donc bien un inverse de z. Conclusion de toute cette démonstration, le nombre complexe z admet donc un unique inverse. L'étape d'analyse nous a montré l'unicité et l'étape de synthèse nous a montré l'existence de cet inverse. Et donc cet inverse, il vaut ce nombre complexe-là. D'où théorème, tout complexe z non nul, donc appartenant à C étoile, admet un unique inverse que l'on note 1 sur z. Ensuite, définition, on va définir ce qu'est le quotient de deux nombres complexes. Si jamais on fixe Z1 un nombre complexe et Z2 un nombre complexe non nul, alors on pose que Z1 sur Z2 est égal à Z1 fois 1 sur Z2. Voilà, comme on l'avait prédit en début de vidéo. Ce quotient sur les complexes admet d'excellentes propriétés algébriques. Si jamais on fixe des nombres complexes UV et des nombres complexes Z1, Z2 non nuls, alors on a toutes les bonnes propriétés qu'on connaît déjà sur le quotient en ce qui concerne le produit de quotient, la somme de quotient et l'inverse d'un quotient. En fait, les mêmes propriétés que sur R. D'ailleurs, l'idée de la démonstration ici, c'est que, en fait, comme la multiplication sur C, elle est commutative, associative, distributive sur plus, c'est-à-dire comme elle a exactement les mêmes propriétés que la multiplication sur R, alors en fait, les propriétés algébriques sur R vont automatiquement être vraies sur C, exactement comme c'était le cas pour les identités remarquables. En fait, ce n'est pas vraiment une démonstration qui concerne les complexes, c'est une démonstration générale d'algèbre où en fait la seule chose qu'on utilise, c'est le fait que 1 sur z, c'est l'unique nombre tel que z fois 1 sur z est égal à 1. Donc, dans cette vidéo, on va gagner du temps et on va plutôt s'intéresser au calcul pratique. Imaginons qu'on veuille calculer un quotient, comme par exemple 1 sur 2 plus 3i, pour fixer les choses. Imaginons en particulier qu'on veuille obtenir la forme algébrique de ce nombre complexe. Comment faire ? Eh bien, en fait, ce qui va nous donner la solution, c'est la remarque qu'on a faite tout à l'heure, à savoir que lorsque z est un nombre complexe qu'on écrit a plus ib, eh bien, on a toujours l'égalité suivante. A plus ib, quand on le multiplie par a moins ib, ça donne a carré plus b carré. Cette relation est particulièrement intéressante et voici pourquoi. Elle nous dit que quand on a un nombre complexe, si jamais on le multiplie par ce nombre complexe-là, a moins ib, ça nous permet d'obtenir une quantité qui est réelle. Et même non seulement réelle, mais réelle positif et même réelle strictement positif dans le cas où z est non nul comme on avait pu le voir tout à l'heure. Cette fameuse quantité a moins ib, en fait, elle porte un nom, on l'appelle le conjugué du nombre complexe z et elle a même une notation qui lui est associée, on le note z bar. On parle également de quantité conjuguée de a plus ib. Alors en fait, pour tout vous dire, cette notion de conjugué, on va la revoir énormément par la suite. Il y aura même une vidéo entièrement consacrée à la notion de conjugué. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que donc, cette remarque, vous allez voir, va régler notre problème. Puisque si jamais on revient à notre quotient 1 sur 2 plus 3i, eh bien, regardez ce qu'on peut faire. Ici, dans la fraction, on peut multiplier et diviser par la quantité conjuguée de moins 3i. Vous êtes d'accord que là, cette égalité, elle est bien vérifiée, puisqu'on a multiplié et divisé par le même nombre, donc ok, mais l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que maintenant, au dénominateur, vu qu'on a a plus ib fois a moins ib, eh bien ça nous donne le fameux a carré plus b carré, qui vaut donc là ici 2 au carré plus 3 au carré, ça fait 13. Quant au numérateur, il vit sa vie, c'est 2 moins 3i. Alors, quel est l'intérêt de cette manipulation? C'est que, regardez, on était parti à gauche d'une quantité où on avait du i au dénominateur, ce qui ne nous arrange pas. Et après avoir fait cette manipulation, on a du i au numérateur,
ce qui ne va poser cette fois-ci aucun problème. Vous voyez, au dénominateur, on a 13, donc ça donne un 13e qu'on met en facteur de 2 moins 3i, et c'est bon, il n'y a plus qu'à développer, et on a notre forme algébrique. Maintenant, à vous de jouer. Voici un premier exercice. Mettez pause dans la vidéo, faites-le, et on corrige juste après. Commençons par justifier que ces trois nombres complexes sont bien définis. Alors pour Z1, ça va aller vite, tout simplement il est bien défini parce que le dénominateur 1 plus i est bien non nul en tant que nombre complexe. Pour Z2, il va être bien défini et en fait, il va être bien défini quelle que soit la valeur de t, puisque le dénominateur 3t plus 4i va toujours être non nul pour en fait une raison très simple qui est que sa partie imaginaire est non nulle, donc à plus forte raison, ce nombre complexe est non nul. Et puis pour Z3, même chose en fait, là, le dénominateur it-1 il va toujours être non nul, par exemple parce que ici sa partie réelle va toujours être non nulle. Voilà les résultats que vous êtes censés avoir trouvés. Vérifiez bien que vous avez obtenu exactement ça, parce que c'est important de bien savoir corriger ces erreurs. À mon avis, la difficulté dans les calculs, elle était notamment ici, quand on prenait le conjugué de son nombre. Le conjugué de it-1, faites attention, ce n'est pas it plus 1. Le conjugué de it-1, c'est moins it-1, puisque prendre le conjugué, ça consiste à prendre l'opposé de la partie imaginaire. D'autre part, quand on prend ce nombre complexe et qu'on le multiplie par son conjugué comme ça donne bien 1 plus t carré. Là, il y a un passage un peu délicat. De toute façon, en fait, vous savez très bien que quand vous prenez un nombre complexe et que vous le multipliez par son conjugué, ça doit donner a carré plus b carré, donc une somme de nombres positifs. Ça permet de contrôler son résultat. Nouvel exercice, que vaut 1 sur i? Je vous laisse y réfléchir, mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Eh bien, 1 sur i vaut moins i. Effectivement, si jamais on prend 1 sur i et qu'on applique la méthode mécaniquement, donc on va multiplier par la quantité conjuguée en haut et en bas, qui est moins i, et ça va nous donner moins i sur 1, c'est-à-dire moins i. Voilà, cette formule, 1 sur i est égal à moins i, je vous le dis, il faut la savoir. Profitons de cette fin de vidéo pour faire le bilan de tout ce qu'on a démontré depuis le début de cette série de vidéos. Qu'est-ce qu'on a? On a que C, c'est un ensemble qui d'une part contient R, qui deuxièmement est muni de 4 opérations que l'on peut qualifier d'extension des opérations qu'on avait sur R et qu'on peut aussi appeler opérations algébriques puisqu'elles vérifient exactement les mêmes propriétés algébriques que ce que vérifiaient ces 4 opérations sur R. Et puis enfin, troisième point, on a que chaque nombre complexe s'écrit de manière unique. Z est égal à A plus IB, où A et B est un couple de réels et où I est donc un élément qui vérifie que son carré est égal à moins 1. Ces trois propriétés ici, dans cet encadré-là, regardez-les bien, elles peuvent être appelées les propriétés caractéristiques de C, au sens où quand on fait un cours sur les complexes, finalement, on n'utilise que ça pour démontrer tout ce qu'on a à démontrer. Dans ce cours bien précis, la structure était la suivante. On est parti au départ d'une définition selon laquelle un nombre complexe c'était un point du plan, et puis ensuite on a défini plein de choses, notamment l'élément i, pour, à la fin, aboutir à cet encadré, ces trois propriétés. Mais ça n'est qu'une façon de faire parmi d'autres. Si jamais vous regardez un autre cours sur les complexes, peut-être que selon ce cours, la définition d'un complexe, elle sera différente. Il y aura des cours où, par exemple, un complexe, ce sera une matrice. Alors, pas n'importe quelle matrice, une matrice d'un type bien particulier. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une définition qui existe. Ou encore, peut-être que dans un autre cours, un complexe, il sera défini comme une classe de polynômes, en un sens très particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir fait exactement la même chose que nous, c'est-à-dire défini des choses, notamment ce qu'est i, ces constructions aboutiront exactement au même encadré. Peut-être aussi que si jamais vous prenez un cours, notamment un cours de terminale, le professeur commencera par admettre ici cet encadré, c'est-à-dire admettre qu'il existe un ensemble C qui vérifie tout ça, pour ne pas perdre de temps à tout construire et s'intéresser aux calculs pratiques. Au passage, entre la construction qu'on a choisie, nous, et d'autres constructions que vous pourriez trouver ailleurs, il y a une petite différence de point de vue qu'il faut que je vous explique. Donc pour nous, comme on l'a vu, R2 il est carrément égal à l'ensemble C, ce qui fait que quand on représentait un point dans le plan, par exemple le point d'abscisse 3 est d'ordonnée 2, on notait directement dans le plan le nombre complexe 3 plus 2i. Mais si maintenant on adopte une autre construction, R2 n'est pas tout à fait égal à C. Selon ces points de vue-là, les deux ensembles R2 et C sont en lien, un lien que les mathématiciens appellent une bijection. C'est-à-dire que dans un sens, à chaque nombre complexe Z est associé un unique point du plan. Et oui, de façon universelle, un nombre complexe il s'écrit de manière unique A plus IB. Donc on lui associe de manière naturelle le point du plan de coordonnées A, B. Et donc, réciproquement, à chaque point du plan est associé un unique nombre complexe.
Selon ce point de vue, on ne peut pas tout à fait dire que le point du plan il est égal à 3 plus 2i, mais plutôt on va poser un point du plan, par exemple qu'on va noter grand M, qu'on va bien dissocier du nombre complexe 3 plus 2i, qu'on va noter par exemple z indice M. Ce nombre complexe, il est appelé l'affixe du point M. De l'autre côté, le point M dans le plan, il est appelé le point image du nombre complexe Z. Alors, ce vocabulaire, dans la suite de ce cours, on va en fait jamais l'utiliser, puisque pour nous, le point M, il est carrément égal au nombre complexe Z, mais je vous le donne quand même, au cas où vous le rencontriez dans d'autres cours ou d'autres exercices.